Je suis vraiment très, très heureux et choyé d'avoir été invité. Merci beaucoup à Daniel et M. Pasquero de cette idée de m'inviter ici à donner cette conférence devant vous. Je me sens un peu drôle parce que j'ai des anciens co-directeurs de thèse et professeurs devant moi, donc je me retrouve ici. J'ai comme un peu de pression à livrer la marchandise aujourd'hui, mais je ne vais pas parler de ma thèse de doctorat, ça c'est déjà fait, à cette heure que c'est fait, on la regarde en avant. Malgré tout, ça va quand même faire partie des choses que je vais vous parler aujourd'hui. On m'a suggéré quand même le thème de la gouvernance et le développement durable et de voir de quelle manière, à l'échelle locale et métropolitaine, on pouvait innover et transporter des idées et faire, ma foi, avancer ce dossier qui est quand même assez crucial. J'ai tenté de vous préparer en fait une présentation, une conférence qui recadrait un peu à la fois ma démarche académique et à la fois ma démarche de politicien qui ont été en parallèle tout du long, depuis 10 ans déjà. En fait, j'ai pratiquement commencé ma thèse de doctorat et été élu maire d'arrondissement dans l'année et demie qui a suivi le début de ma thèse. Donc, j'ai eu la chance, et c'est quand même assez rare, de faire à la fois une thèse de doctorat et d'être politicien et donc à la fois moi-même cobaye de mes recherches. Bref, c'était quand même intéressant. Donc, je vais quand même remettre un peu le contexte pour essayer de vous parler un peu plus en profondeur de la manière dont on fait face à certains défis de gouvernance dans les villes aujourd'hui et ce qui nous attend un peu dans l'avenir. Et je vais vous suggérer quelques questions, quelques pistes de réflexion sur lesquelles j'aimerais peut-être qu'on discute par la suite, mais qui vont nous amener à réfléchir encore plus loin avec les défis qui nous attendent, oui, en termes environnementaux, mais en termes de gouvernance métropolitaine, et je vais pouvoir vous en parler un peu plus long. Je vais juste souligner aussi la présence d'une très, très bonne amie qui a eu aussi son doctorat récemment, Marie-Claude, qui était avec moi dans le même local de recherche en 2007, donc qui m'a vu me présenter et être stressé d'être candidat en politique. Alors, oui, c'est vrai. Je la poussais pour qu'elle se présente. Finalement, c'est moi qui ai abouti en politique. Bref. Merci, Marie-Claude, d'être là. La vie nous a menés à toutes sortes de routes vraiment différentes, mais qui nous amènent à vivre nos passions communes. Donc, petit rappel, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la gouvernance urbaine et la gestion des parties prenantes dans le cadre donc de la gouvernance urbaine à Montréal. J'ai fait une thèse à la fois en études urbaines, mais aussi à la fois en sciences de la gestion, ce qui était un peu particulier et ce qui m'a amené à poser toutes sortes de nouvelles questions, entre autres sur la manière dont les parties prenantes peuvent jouer des rôles cruciaux auprès des décideurs publics, mais surtout de voir de quelle manière les prises de décision à la fois des fonctionnaires et des politiciens sont influencées par le rôle des parties prenantes sur le territoire. C'est intéressant parce que Montréal est un cas vraiment type, est un cas vraiment différent en termes de gouvernance. Lorsqu'on se compare à d'autres villes dans le monde, on est soit complètement décentralisé ou soit centralisé. Mais il y a très, très peu de villes dans le monde que j'ai pu observer qui ont à la fois ces deux modèles et qui, dans le fond, reflètent très, très bien le caractère démographique de Montréal, c'est-à-dire une société plus ancrée dans un modèle français très central où l'État prend en charge à peu près tout le cadre de notre vie et le service public, et une communauté anglo-saxonne qui a tendance plutôt à se prendre en main, se prendre en charge, et où l'État est moins présent. Ce qui nous donne un peu le modèle qu'on a, c'est-à-dire un modèle très communauté, très local, et à la fois un modèle central, ce qui est assez unique comme modèle de gouvernance, et ce qui amène une dynamique très, très différente lorsque vient le temps, justement, d'interpeller ou de gérer les parties prenantes lorsqu'on a à prendre des décisions. Donc, on parle souvent de Montréal est une ville ingérable. Montréal est difficile. Moi, j'ai plutôt le plaisir à dire que c'est une ville qui a une belle complexité et qui nous amène à relever ces défis-là dans cette belle complexité. Puis on le voit au quotidien, simplement dans les nouvelles. Cette réflexion de ma thèse m'a aussi amené à me pencher un peu plus en avant sur la manière dont on réfléchissait l'urbain aujourd'hui. Et de quelle manière le citoyen, qui, en mon sens, nous sommes tous des citoyens, avait un rôle à jouer dans l'influence de ces politiques publiques. Donc, j'ai étudié à la fois des décisions plus locales, des décisions plus centrales, mais aussi des projets métropolitains dans ma thèse de doctorat, ce qui m'a amené à me rendre compte que
à différents moments ou à différentes échelles, le citoyen a un rôle plus important ou prend part davantage aux décisions politiques. Et plus les décisions s'éloignent du citoyen, plus elles deviennent plus métropolitaines, de plus grande envergure, plus le citoyen s'éloigne aussi de son rôle auprès de la démocratie ou de la participation. Et on voit également un décalage assez important entre justement le rôle du politicien face aux décisions locales et le politicien face aux décisions métropolitaines, en ce sens qu'il y a quand même une plus grande continuité dans les décisions locales auprès des administrations publiques, c'est-à-dire que les administrations publiques sont davantage ancrées dans leur communauté, davantage en lien avec les parties prenantes. Ils sont une extension, dans le fond, des réseaux locaux qui existent depuis des années. Ils permettent de perpétuer ces réseaux locaux et le politicien a tendance à suivre un peu les recommandations, plutôt que lorsqu'on arrive à une échelle plus métropolitaine où ce sont des décisions plus larges, moins connectées, moins proches du citoyen, le politique, la partisanerie embarque davantage et on perd un peu de ce contact ou de cette proximité des réseaux et on retombe à un niveau de, je dirais, de réseau, mais surtout de réseau d'influence complètement différent que le local. Donc, c'est quand même intéressant parce que à la fois Montréal est atypique, à la fois Montréal a son modèle, mais en même temps, les réseaux d'influence, les parties prenantes se sont aussi adaptés pour faire part de leurs revendications ou s'insérer dans cette démocratie locale. Et ce qui est quand même intéressant parce que ça nous permet à ce moment-là d'évaluer le succès ou la manière dont une administration peut faire évoluer des politiques publiques et comment aussi certaines politiques publiques peuvent être autant différentes d'un arrondissement ou l'autre ou, encore une fois, d'une administration centrale, d'une administration locale. Et donc, d'où cette perception que Montréal est très compliqué, mais à la fois, Montréal est probablement la ville qui est le plus connectée sur la réalité de ses citoyens lorsqu'on parle de politique publique locale. Donc, c'est quand même intéressant. Ce qui est, en fait, je vous dirais, les grandes conclusions de ma thèse, c'est un peu ça, c'est que à la fois, c'est complexe, mais à la fois, il y a des niveaux très, très différents de gestion des parties prenantes. Et ce qui nous amène un peu à parler du modèle de Montréal, et je mets un peu le contexte pour la suite. Lorsqu'on parle de local versus métropolitain versus les enjeux entre différentes grandes villes du monde, Montréal a été basé sur ce réflexe ou sur cette prémisse que plus on était près du citoyen, plus on était en mesure de rendre des services. Et à Montréal, la façon dont on travaille ou la façon dont la ville a, je dirais, partagé ses pouvoirs est vraiment ancrée sur le service de proximité. Tous les services de base, que ce soit nettoyage des parcs, nettoyage des rues, délivrance de permis, en fait, tout ce que vous voyez au quotidien lorsque vous sortez de chez vous, il faut savoir que ce sont vos arrondissements qui desservent ou qui vous offrent ce service. La ville est devenue avant tout un délivreur de grandes politiques publiques, un délivreur de grandes orientations, de développeur de grands projets métropolitains ou des grands projets d'infrastructure et surtout aussi d'orientation de grandes politiques, donc de services. Mais la délivrance des services au quotidien, 100% de la relation que vous avez avec la Ville de Montréal au quotidien, elle est directement avec les arrondissements. Donc, dit comme ça, c'est super simple. Vous êtes supposé donc maintenant comprendre comment la Ville de Montréal fonctionne. Dites-vous que c'est toujours la faute de votre arrondissement et très rarement la faute de la Ville de Montréal. Ce qui nous amène à parler justement aujourd'hui de ce que ça a comme impact pour une ville comme Montréal dans sa capacité d'innover, dans sa capacité de s'adapter, de réagir et de développer des politiques publiques qui sont en lien ou encore en réaction avec des enjeux mondiaux qui touchent plusieurs grandes villes, mais qui viennent aussi toucher des enjeux plus locaux. Comment on est apte à être, je dirais, adaptable ou capable de réagir à ces enjeux-là et de pouvoir les développer dans un agrégat ou un amalgame ou encore un casse-tête aussi complexe que 19 arrondissements, 19 politiques publiques, 19 visions, 19 façons de faire. On peut, au premier regard, se dire que ça serait beaucoup plus simple s'il y avait une ligne directrice qui nous amenait à un point A vers le point B. Mais en même temps, de quelle manière cette complexité ou encore
cette division du territoire au point de vue administratif peut permettre à Montréal de se démarquer et même d'innover davantage, particulièrement en matière de développement durable, mais surtout avec les enjeux du réchauffement climatique. Comment Montréal peut devenir un modèle et peut être une ville qui influence les autres. Je vous disais que j'essaie de voir, de nous poser 3 questions aujourd'hui sur cet enjeu fondamental qui est de la gouvernance urbaine, mais en rapport avec des défis métropolitains qui sont beaucoup plus vastes, qui ne touchent pas uniquement le local, mais qui ont un impact sur le local. Est-ce que nos modèles de gouvernance que nous avons traditionnellement depuis toujours, qui ont été théorisés, étudiés, changés, modifiés, mais qui sont sensiblement toujours les mêmes, est-ce que ce seront toujours les mêmes modèles de gouvernance qui seront aptes à faire face à ces défis métropolitains auxquels on doit faire face en ce moment, mais dans le futur? Est-ce que le rôle des institutions traditionnelles va être le même, c'est-à-dire est-ce que nos institutions traditionnelles sont toujours les bonnes pour nous aider à faire face à ces nouveaux défis métropolitains? Comment on réussit à relever le défi de l'innovation entre justement ces différentes institutions et de quelle manière on peut les faire avancer? Je vous dirais que ma thèse de doctorat m'a beaucoup aidé à y réfléchir, à théoriser, à penser, à étudier. Mais mon travail au quotidien comme maire d'arrondissement, particulièrement depuis 10 ans, m'a permis d'expérimenter aussi. Je vous parlais tantôt que j'ai eu la chance d'à la fois faire une thèse de doctorat et d'être politicien. J'ai eu l'opportunité de faire de l'expérimentation en temps réel, en étant maire d'arrondissement, et de passer de la théorie à l'action directement et voir de quelle manière on pouvait justement, pas uniquement y réfléchir, mais agir et voir la réaction de la population. Donc, vous avez peut-être vu plein de choses qu'on a fait dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Bon, bien, s'il y a des citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie, ici ce soir, vous avez été un terrain d'expérimentation au cours des dernières années en termes de recherche scientifique. Blague à part, il y a plusieurs défis qui sont liés au réchauffement climatique. Plus largement, je dirais, les villes ont plusieurs défis au cours des prochaines années. Vous savez que plus de 70 de la population mondiale va bientôt vivre dans les villes et ça amène naturellement des questionnements fondamentaux sur la manière dont on doit gouverner nos villes, la manière dont on va y vivre, puis la manière dont on pourra réagir face à ces enjeux environnementaux qui sont cruciaux. Et les villes sont de plus en plus celles qui pourront être en mesure de réagir et d'agir sur le réchauffement climatique. On se rend compte que nos institutions traditionnelles ne sont peut-être plus celles qui sont les plus aptes à faire face à ce type de changement-là, et on doit se poser la question. Donc, je vous dirais qu'il y a quand même 2 oppositions apparentes auxquelles on fait face dans ce questionnement-là. Tout d'abord, l'idée que la proximité, qu'une territorialité plus proche du citoyen, celle où le citoyen a de plus en plus besoin de s'incarner dans un endroit, dans un lieu de proximité, c'est-à-dire devant son identité locale est de plus en plus forte. On le voit à Montréal, et comme maire d'arrondissement, je l'expérimente chaque jour. Il y a probablement, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, au moins une vingtaine de communautés qui s'identifient comme une communauté locale, même à l'intérieur d'un arrondissement. Donc, l'identité locale, l'élément de proximité, les besoins de proximité pour les citoyens dans les grandes villes est de plus en plus présent. Et ce n'est pas uniquement à Montréal que ça se produit. Si vous avez la chance d'aller dans d'autres grandes villes, même beaucoup plus grandes que Montréal, c'est un phénomène qui s'exprime partout. L'effet de voisinage, en fait, on a quasiment le goût de relire Jane Jacobs et de dire qu'elle avait raison et que cet effet de voisinage est de retour de plus que jamais. En fait, cette réappropriation territoriale des citoyens se fait avant tout par ce phénomène de proximité, ce phénomène de réappropriation territoriale. Et de plus en plus, les grandes métropoles, les grands territoires sont de plus en plus désincarnés pour le citoyen qui a besoin, dans le fond, de se retrouver dans un lieu qu'il reconnaît, qu'il se perçoit, mais qu'il s'identifie. Donc, vous allez voir de plus en plus ce phénomène. En fait, on pourrait dire qu'il y a un certain clientélisme qui s'établit de plus en plus chez le citoyen lorsqu'il prend racine dans un lieu, dans une ville. Et de l'autre côté, il y a une globalisation assez importante des enjeux qui touchent pas uniquement une ville, mais qui touchent toutes les villes. Alors, vous avez d'un côté ce besoin du citoyen de se retrouver dans un lieu de proximité, d'avoir un besoin
proche à lui, c'est-à-dire d'une administration qui répond à la craque de trottoir devant sa maison. Mais en même temps, les villes ont des enjeux tellement plus grands aujourd'hui à répondre qui autrefois incombaient aux grands États comme le gouvernement provincial ou encore fédéral et sur lesquels aujourd'hui ce sont les villes qui devront répondre. Cette opposition nous amène à nous poser des questions assez importantes sur la manière dont on peut établir des cadres de gouvernance pour y répondre et puis de quelle manière on est capable de faire avancer certains des enjeux. Je vais me servir de quelques exemples pour essayer de voir de quelle manière, justement, on peut arriver à faire émerger des politiques publiques qui partent de la proximité, du très local et qui, par la suite, viennent à pouvoir émerger ou à influencer d'autres lieux. Donc, vous allez avoir le mélange un peu tout le temps de gouvernance ou de démocratie versus les enjeux environnementaux, parce que c'est un peu ce qui s'est fait dans Rosemont et Petite-Patrie depuis quelques années et qui, tranquillement, s'exporte un peu ailleurs. J'ai une des premières questions que je me suis posées lorsque j'ai pris les rênes de Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est de quelle manière on peut faire évoluer l'arrondissement, de quelle manière on peut lutter contre les réchauffements climatiques tout en ne payant pas les coûts financiers d'une telle lutte. Parce que, traditionnellement, on a l'habitude d'avoir des administrations publiques qui prennent en charge l'ensemble des coûts, qui font le changement, qui opèrent un changement. Lorsque vous arrivez comme maire d'arrondissement, et la première chose que vous réalisez lorsque vous êtes politicien, et il y en a particulièrement 2 devant moi qui ont eu un jour à faire face à cette réalité, entre autres un qui avait même les cordons de la bourse entre les mains d'une certaine manière, vous vous rendez compte que, finalement, peut-être qu'on ne sera pas capable de réaliser tout ce qu'on pensait, puis il y a moins d'argent qu'on pensait. Donc, quand on est dans l'opposition, c'est quand même assez facile de critiquer. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous avez quand même une réalité qui vous démontre des chiffres comptables assez simples, c'est les revenus, les dépenses, puis à la fin de l'année, il faut que ça balance. Alors, une des choses qu'on réalise lorsqu'on est maire d'arrondissement, puis pour vous donner un exemple de grandeur, puis je vais parler de choses qui nous concernent en ce moment. Bon, parlons de l'état des routes, par exemple, à Montréal, qui est un sujet d'actualité. Dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il y a 250 km de route, il y a 400 km de trottoirs. Une des premières questions que j'ai posées, c'est combien d'argent il faut mettre pour remettre à neuf ou en état notre réseau? Alors, il y a eu des évaluations qui m'ont été présentées pour m'expliquer que ça nous prendrait, bon an, mal an, sur 20 ans, 15 millions d'investissements pour remettre à neuf complètement le réseau de Rosemont-la-Petite-Patrie. 15 millions du programme triennal d'immobilisation, donc du fonds d'investissement de l'arrondissement. Or, à ma disponibilité, je n'avais que 3 millions. Donc, annuellement, j'étais en déficit de 12 millions d'investissements. Et là, on parlait d'un 15 millions, c'était sur 20 ans. Vous faites une règle de 3, bien, on en a pour quand même beaucoup d'années. Ce qui fait qu'on arrive devant un mur, puis on se dit, ça, c'est simplement pour les routes. Imaginons le reste, c'est-à-dire les bâtiments, les parcs, les ruelles, etc. On désenchante un petit peu. Alors, il faut être créatif, puis il faut essayer de voir de quelle manière on peut réinventer nos modèles de gouvernance pour être capable de dépasser ces blocages financiers, puis comment on peut faire face à des changements importants comme le réchauffement climatique, auxquels on ne peut pas faire à semblant que ça n'existera pas et qu'ils ne sont pas là, puis on ne peut pas faire de l'évitement ou même paleter en avant, même s'il y en a qui essaient. On va y arriver, on va frapper le mur, et si on ne travaille pas pour s'adapter, inévitablement, on va devoir débourser. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de me dire comment on peut faire en sorte que le citoyen se prenne en main et participe à cette transformation. Donc, la première décision que j'ai prise, ça a été véritablement une décision de gouvernance, une décision politique de modification de la manière dont on prenait des décisions. On a expérimenté un nouveau modèle qui aujourd'hui a été quand même éprouvé, qui est le modèle de ruelle verte dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et ça paraît simple comme ça, expliquer, simplement faire une ruelle verte, mais vous allez comprendre la complexité auquel on devait faire face, mais surtout l'importance du geste.
Tout d'abord, une ruelle verte se construisait toujours par les fonctionnaires et par les travaux publics. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, les citoyens qui l'habitaient ne s'en occupaient plus. Elle était laissée à elle-même. Elle attendait que les travaux publics, l'école bleue, viennent l'entretenir. Et s'ils ne le faisaient pas, les citoyens ne s'impliquaient pas. Bref, on investissait environ de 50 à 70 000 simplement pour construire une ruelle verte, qui, au bout de 3 ans, sans entretien municipal, était complètement laissée à l'abandon et il n'y avait aucun sentiment d'appropriation ou aucun sentiment d'identité de la part des citoyens. Bref, le résultat était ordinaire, puis il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas d'effet de levier sur cette mobilisation ou cette transformation urbaine. Alors, pour faire image, j'ai tout simplement posé une question naïve à mon directeur des travaux publics. Ça a été de dire, mais pourquoi on ne permet pas aux citoyens de sortir le marteau-piqueur et de creuser eux-mêmes dans la ruelle et d'enlever l'asphalte, puis de péter le béton, puis de faire eux-mêmes les travaux? Je vais vous dire texto ce qu'il m'a répondu. Ça a été « Es-tu fou, toi, Chris? » Je m'en souviens encore. Alors, donc, le premier défi auquel on fait face, c'est une résistance au changement de la part d'une administration publique. Et lorsque vous êtes un maire fraîchement élu de 37 ans, avec un fonctionnaire de plus de 20 ans d'expérience, bien, vous avez besoin de vous rouler les manches pour le convaincre que votre idée est la bonne. Donc, on a réussi à quand même travailler sur un nouveau modèle où les citoyens se prenaient en charge, se prenaient en main, travaillaient sur un plan de ruelle verte. Mais l'important, c'était de venir créer une légitimité de ce projet. Comment faire en sorte que le projet qui était réalisé obtenait l'appui de la population, en fait, qu'il obtenait cet accord tacite des gens qui habitaient autour de la ruelle, qui permettrait une perpétuité, c'est-à-dire du projet, mais une pérennisation par le fait que les gens qui allaient l'habiter après, ceux qui allaient déménager, allaient continuer à travailler sur le projet. Donc, je me suis inspiré du modèle anglo-saxon, de la communauté, pour nous dire comment on peut justement permettre à des gens de se prendre en main, de se réaliser et qu'ils fassent en sorte que ce projet communautaire soit le leur. Alors, on leur a cédé les clés de la démocratie, tout simplement. Donc, ça a été un peu le message que j'ai lancé à l'époque, c'est de dire, on vous donne les clés, mais vous allez vous-même prendre en charge l'ensemble du processus. C'est-à-dire faire du porte-à-porte, rencontrer vos voisins, faire les plans de la ruelle, puis convaincre vos voisins que votre projet est le meilleur projet pour eux aussi. Vous allez vous-même vous transformer en vendeur de projets de ruelle verte, puis vous allez aussi faire la médiation entre vos voisins. Sur papier, c'est un beau cadre théorique. Dans la réalité, c'est autre chose. Parce que lorsque un citoyen fait face à une résistance d'un voisin qui parfois peut être assez agressive, voire oppressante, bien, son réflexe, c'est de se tourner vers le politicien. « Viens m'aider, j'ai besoin de toi. » Donc, le défi, c'était de résister à cet appel et de permettre justement une évolution et une transformation de la démocratie locale. Permettre aux citoyens de se prendre en charge eux-mêmes et d'incarner eux-mêmes un projet de communauté, un projet communautaire. Donc, les premières années, ça a été difficile. Aujourd'hui, on est passé de 3 ruelles vertes à 130 ruelles vertes en quelques années, entièrement autogérées, entièrement autonomes et en transformation. Et je vous dirais même que le plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée, comme administration publique, de ce qui se fait réellement dans ces ruelles. Et on s'en fout. Et c'est bien ainsi. Et ce changement est important parce que le message clé et que je lançais, c'était que c'est l'espace public, il faut retenir le mot « public ». Ça appartient à tous. Et transformer une organisation publique comme un arrondissement ou des fonctionnaires à prendre conscience que le territoire ne leur appartient pas et qu'ils ne sont pas les propriétaires de l'espace public, mais ce sont les citoyens, ça amène à un lâcher-prise assez important et assez magistral, c'est-à-dire que autant le politicien que l'administrateur public accepte qu'il va perdre le contrôle de ce qui se fait réellement sur le terrain. Pour un politicien, c'est peut-être un petit peu plus difficile, parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas garantir le résultat de chacune des décisions. Il ne pourra pas non plus dire que c'est grâce à lui en campagne électorale. Donc, cette perte de contrôle, cette perte de pouvoir est quand même importante.
c'est-à-dire que vous laissez la population elle-même décider de la manière dont elle transformera le territoire. Je parlais que c'est un petit geste qui paraît anodin, mais ce petit geste assez important de gouvernance urbaine a amené des citoyens à se dire « Mais pourquoi on ne pourrait pas aller plus loin? Pourquoi on ne pourrait pas pousser plus loin nos politiques à accepter toutes sortes de projets qu'on peut penser farfelus, mais qui pourraient transformer durablement notre territoire? » Il est arrivé un jour des citoyens qui nous ont dit « On aimerait construire un réseau collectif de géothermie, donc énergétique. On aimerait creuser des puits de géothermie dans nos ruelles vertes et que, comme le réseau de gaz métro ou d'électricité, les citoyens se connectent sur ce réseau collectif. » Oui, c'est extraordinaire, mais là, encore une fois, ça appelle à comment autoriser une communauté de citoyens à creuser des puits de géothermie et garantir une certaine sécurité publique et garantir qu'il n'y aura pas de problème aux infrastructures souterraines, ce qui est quand même majeur. Lorsqu'on vous arrive avec des projets comme ça vous démontre que le niveau de réflexion citoyen est quand même assez important et élevé pour pousser les administrations publiques à réfléchir sur des défis légaux, mais aussi des défis de gouvernance. Comment réussir à encadrer ce type de pratique? Est-ce qu'il doit être encadré? Est-ce qu'on doit absolument tout contrôler? On est dans le local. On se retrouve dans un arrondissement où la population se dit je ne veux juste pas perdre le fil parce que je ne veux pas parler pendant trop longtemps pendant le fil. On se dit on a une administration publique qui semble assez ouverte à toutes sortes d'innovations et qui met de l'avant toutes sortes de politiques de gouvernance urbaine en lien avec le réchauffement climatique. Comment cela peut s'exporter et ne pas uniquement être un effet local? Je vous dirais qu'un des éléments les plus importants sur lesquels il faut se baser, c'est le caractère expérimental, le caractère d'innovation. Il faut être en mesure de tester des idées. Je parlais tantôt que j'ai fait de l'expérimentation. Il faut être en mesure de tester des idées auprès d'un petit bassin de population, d'un petit échantillon, avant d'être capable d'y aller à plus grande échelle. Un des problèmes qu'on vit actuellement dans les grandes villes, puis c'était une des questions que j'ai reçues dans le formulaire, comment ça qu'à Paris, on fait face à autant de difficultés dans la transformation urbaine en lien avec le réchauffement climatique, mais dans un autre territoire comme Montréal, ce type de politique publique semble retrouver moins de résistance. C'est l'échelle. C'est l'échelle dans laquelle on vient mettre en place ces politiques publiques. Du moment où on vient mettre des politiques publiques ou des transformations urbaines dans des petits échantillons et qu'on le teste, lorsqu'il y a un succès, c'est beaucoup plus simple et facile de le faire accepter à plus grande échelle. Mais lorsque vous l'imposez dans une administration de top-down, comme on fait à Paris, à toute une ville de la grosseur de Paris, vous ne pouvez pas valider ou savoir que cette nouvelle façon de faire a été éprouvée, va fonctionner, et donc vous faites face à une résistance au changement de façon importante. Donc, un des éléments importants, mais surtout qui est vraiment crucial pour Montréal, c'est cette capacité à faire de l'innovation et de l'expérimentation à petite échelle et par la suite pouvoir l'exporter à grande échelle. Un des autres projets sur lequel on avait travaillé rapidement, c'était le plan de lutte au réchauffement, le plan de lutte aux îlots de chaleur dans Rosemont-la-Petite-Patrie, qui était basé sur les 3 éléments qui causent les îlots de chaleur, soit le manque, le trop grand nombre de minéralisation des sols, les types de toitures et le faible taux de canopée qu'on retrouve dans nos territoires. Lorsqu'on lutte sur ces 3 éléments fondamentaux dans un quartier comme Rosemont-la-Petite-Patrie qui est très central et très densément occupé, on vient diminuer de façon importante la pression lorsqu'il y a des pics de chaleur, et ce qui réduit d'autant plus la hausse artificielle de la température en milieu urbain. Cette politique publique-là, on l'a expérimentée et on a été observé par nos partenaires. Les gens nous ont regardés parce qu'ils ont dit « Oh, vous venez obliger, par exemple, des toitures blanches, un taux minimum de verdissement lorsque vous avez un nouveau projet immobilier. » On venait mettre une série de contraintes aux promoteurs immobiliers et on le sait, dans un environnement néolibéral, lorsque vous parlez de contraintes à des promoteurs immobiliers, bien, ça peut en refroidir quelques-uns et venir dire que bien, vous allez freiner le développement économique.
dans une perspective où, depuis 10 ans, Rosemont-la-Petite-Patrie est l'arrondissement qui a la plus forte hausse spéculative et de mise en chantier au Québec, je pense qu'on a démontré, après 10 ans, que c'est le contraire qui se passe. Et à l'heure actuelle, tous les quartiers centraux de Montréal ont repris systématiquement ces politiques-là et personne n'en a entendu parler. Pourquoi? C'est qu'on est passé d'une politique publique dans un petit échantillon qui a fonctionné, qui a été accueilli. Les autres politiciens, les autres administrations publiques se sont rendus compte que, finalement, les citoyens ont assez bien accepté ce changement important. Bon, on va le faire chez nous aussi. Donc, un des éléments qu'il faut retenir, c'est que notre capacité à faire des changements importants, à s'adapter à des contraintes aussi importantes que le réchauffement climatique, nous amène à réfléchir sur à quelle échelle on doit mettre en place des politiques publiques et comment on peut se permettre d'expérimenter, se donner la chance d'expérimenter, d'où les enjeux d'institutions traditionnelles, de perte de pouvoir, mais surtout de nouvelles territorialités. Un des éléments sur lequel on doit réfléchir dans les prochaines années et que même les citoyens nous amènent à réfléchir, c'est comment vivre, travailler, se divertir à moins de 500 mètres de sa résidence. C'est une nouvelle tendance en urbanisme de se dire, la proximité est un des enjeux importants. Montréal a la chance de pouvoir déjà travailler sur certains de ces éléments-là en ayant des administrations publiques très locales. Lorsque vous arrivez à une autre échelle, comme Paris, par exemple, votre niveau d'éloignement de ce 500 mètres est quand même assez phénoménal, ce qui vous amène à réagir ou prendre des décisions un peu en décalage. Donc, je vais juste prendre une gorgée d'eau parce que je ne finirai pas. Donc, ce qui nous amène à parler un peu plus de Montréal face aux autres villes et de quelle manière on est positionné pour être un leader international dans la lutte au changement climatique, mais aussi en matière d'innovation. Je vous dirais que Montréal est devenu une forme de modèle hybride qui appelle à l'observation de la part des autres villes, mais surtout à s'en inspirer. Au cours de la dernière année, grâce à une élection qui nous a été favorable, je me suis retrouvé au comité exécutif de la Ville de Montréal, ce à quoi je ne m'attendais pas, mais bon, j'en suis très heureux. J'ai eu la chance d'aller visiter quelques villes et de parler d'innovation, mais très, très, très précisément d'innovation et de la manière dont on pouvait mobiliser la population sur une transformation urbaine. Étrangement, depuis 1 an, je me suis promené dans plusieurs villes. Je suis allé à Londres, je suis allé à Lyon, je suis allé à Miramas, qui est une toute petite ville, mais quand même. Je suis allé à Boston, Toronto, New York. Et on me parle surtout de ce qu'on a fait dans Rosemont-la-Petite-Patrie en termes de gouvernance et de transformation du territoire, plutôt que ce qui se fait à l'échelle métropolitaine. Pourquoi? Parce que ça les intéresse de voir de quelle manière on peut faire face à ces changements climatiques-là, à ces défis de gouvernance dans des échelles plus réduites, mais comment on peut le transposer sur une échelle métropolitaine. Ce qui est fascinant, c'est que, par exemple, la réception, on s'attend, par exemple, à ce qu'on discute avec des décideurs publics de Boston ou de Lyon. Donc, on a une ville américaine, une ville française, où, si on regarde théoriquement 2 modèles de gouvernance complètement différents, aussi, je vous dirais, une philosophie différente chez les citoyens, la réaction est la même chez les administrations publiques. Et pourquoi elle est la même? C'est que la plupart de ces villes-là sont très centralisées. Vous avez des pouvoirs centraux qui sont très éloignés de la population, qui ne sont pas connectés sur ce que je disais dès le départ, le besoin réel du citoyen au quotidien. Cette nécessité de se réapproprier son espace de proximité. Les grandes politiques publiques ont tendance à s'éloigner et à ne pas répondre directement. Donc, Boston, qui est une plus petite ville que Montréal quand même, on parle d'une ville d'à peu près de l'échelle de la ville elle-même, pas l'espace métropolitain, mais Boston, c'est l'équivalent ou à peu près de Québec en termes de population. Lyon, un petit peu plus gros, mais pas tant. Et Montréal est quand même rendu une ville de 2 millions d'habitants. Mais reportons-nous à l'échelle de Rosemont-la-Petite-Patrie. On est peut-être plus dans une échelle comparable, Rosemont-la-Petite-Patrie-Lyon versus Montréal-Lyon en termes de politique publique. J'ai eu la chance donc de donner une conférence à la fois à Boston, à la fois à Lyon, mais aussi une à Toronto. Et j'ai simplement expliqué ce qu'on avait fait sur la question des ruelles vertes,
La question aussi de permettre aux citoyens de jardiner sur l'espace public, etc. Donc, de permettre aux citoyens de prendre des décisions, de s'approprier l'espace public et de transformer sans demander la permission, hein, parce que c'est important de le dire. On ne demande aucune permission, aucun permis, et on ne veut même pas savoir comment se gérer. En fait, on lâche prise complètement. Étrangement, la réaction autant à New York, autant à Boston, à Toronto qu'à Lyon est exactement la même. Elle est la même, pourquoi? Parce que la fonction publique, traditionnellement, et les politiciens ont cette peur de perte de pouvoir et de contrôle de l'espace urbain. Ce qui nous amène à nous poser la question comment Montréal peut influencer, parce qu'actuellement, on a un terrain d'expérimentation assez extraordinaire. Ça fait déjà, je vous dirais, une quinzaine d'années que Montréal vit ce mode de gouvernance et qui permet à des petites entités d'expérimenter des idées et des politiques publiques. En ce moment, nous sommes interpellés de plus en plus à aller expliquer le modèle de Montréal parce qu'il est plus flexible, plus adaptable à des transformations urbaines majeures. Et donc, il faut absolument se poser la question sur quelle est la bonne échelle pour réagir aux bonnes politiques publiques, aux bons enjeux urbains. Je vous parlais tantôt plutôt de cette opposition entre besoin et nécessité du citoyen d'être proche de ses services versus les enjeux globaux, comme le réchauffement climatique, puis comment des petites communautés ou d'innovation locale peut amener à répondre à des enjeux environnementaux importants. C'est exactement la clé, c'est-à-dire que nous devons avoir la capacité collectivement d'innover, d'expérimenter. Un des freins, des obstacles les plus importants que nous vivons actuellement, et ce n'est pas juste à Montréal, mais c'est partout, c'est l'encadrement réglementaire. Donc, nos lois, traditionnellement, n'ont pas été faites pour faire de l'expérimentation ou encore de gérer à petite échelle. On a des politiques publiques ou des encadrements légaux qui sont faits pour des plus vastes territoires et souvent, ce sont une uniformité. Ce qu'on peut conclure face à ça, c'est Montréal, en se permettant d'innover à l'extérieur du cadre légal, en permettant aux citoyens de travailler sur le territoire et de transformer l'espace urbain à l'extérieur du cadre légal, vient démontrer que parfois, des politiques publiques qui peuvent paraître bénéfiques et protectrices pour l'ensemble de la population ou d'un territoire, vient au contraire nuire à l'innovation et l'expérimentation et travailler à mieux adapter son territoire. Donc, Montréal, à cet égard-là, est un exemple à suivre et permet actuellement à d'autres villes de venir s'inspirer de nous. Je disais en début tantôt à Daniel que je suis au comité exécutif, mais je suis plus souvent invité en tant que maire de Rosemont-la-Petite-Patrie à aller donner des conférences sur ce qui se fait localement plutôt que les politiques de la Ville de Montréal, justement parce que c'est ce qui intéresse les autres grandes villes, sur comment on peut faire de l'innovation, nous aussi, sur le territoire urbain. Je parlais de flexibilité, je parlais d'adaptation. Montréal, donc, actuellement, travaille très, très fort comme ville à s'adapter, comme les autres villes. Il va falloir voir de quelle manière les institutions publiques traditionnelles sont en mesure, autant le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, mais les grands ensembles urbains, que ce soit la CMM ou encore les MRC, à s'adapter à ces transformations publiques. Je nous amènerai à réfléchir un peu plus loin sur ces gens, parce qu'on parle d'enjeux environnementaux, de réchauffement climatique, principalement, et comment on peut réfléchir sur le modèle de gouvernance urbaine dans lequel on est ancré et sur lequel on peut réfléchir dans l'avenir. Il y a des enjeux encore plus importants sur lesquels on doit travailler au cours des prochaines années. Puis c'est un peu peut-être là-dessus que je vais terminer, parce qu'il est déjà rendu moins 10. Je vais laisser un peu de place aux questions. Au cours des prochaines années, il y a un enjeu métropolitain, ou je dirais urbain, encore plus important auquel les institutions publiques vont faire face. Oui, il y a le réchauffement climatique. Je vous ai parlé depuis tantôt de notre capacité de revoir notre façon de travailler, c'est-à-dire comment on peut permettre aux localités de se prendre en main, que Montréal est un bon exemple. Mais j'ai la chance de travailler sur un autre dossier à la Ville de Montréal, au comité exécutif, qui s'appelle les villes intelligentes, entre autres, et l'innovation. En fait, un défi plus important qui est déjà là, qui se présente déjà à nous et qui va nous amener à revoir complètement notre façon
d'envisager le territoire. C'est une opportunité extraordinaire qui se présente à nous, justement, d'être mieux adapté et mieux faire face aux enjeux de réchauffement climatique. Mais c'est un enjeu de gouvernance extraordinaire qu'on pourrait comparer à l'arrivée de l'électricité dans nos villes au début du précédent siècle. J'exagère même pas en vous disant ça, puis je vous dirais que probablement 98 % de la population n'a aucune idée de ce qui s'en vient déjà devant nous, à nos portes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de la génération 5G de la téléphonie cellulaire, puis de toutes ces choses-là. Puis ça paraît flou, hein, c'est un téléphone. Il y a des algorithmes qui vont réfléchir à comment on peut prendre des décisions. Vous avez beaucoup d'entreprises privées qui investissent énormément d'argent actuellement dans ces technologies. Vous avez des entreprises comme Amazon qui, actuellement, ses plus gros revenus ne proviennent pas de la vente en ligne, mais de ses services de serveurs pour stocker des données. Se poser la question, pourquoi tant d'entreprises mondiales actuellement, des gros joueurs, investissent autant dans des serveurs et dans du stockage de données? Je vais essayer de faire un portrait rapide pour que vous compreniez ce qui s'en vient. Quelle est l'opportunité à saisir de ces nouvelles technologies qui arrivent pour justement être plus aptes à faire face au réchauffement climatique? Comment faire en sorte que nos communautés soient plus résilientes, plus capables de prendre les bonnes décisions, mais surtout à convaincre ceux qui pensent que ce n'est pas important de prendre les décisions, mais le danger auquel on fait face. Habituellement, j'ai un beau modèle qui est super simple parce que c'est complexe, mais je vais peut-être... Non, il n'y a pas de crayon. Bon, je vais essayer de vous le dire en illustration. Il y en a des crayons. C'est vraiment... il faut comprendre le modèle pour catcher que, oh mon Dieu, OK, c'est ça qui s'en vient. Mais je vais l'expliquer, pas grave, Sylvain. Jean-François. Bon, excellent. Hey, quelqu'un d'organisé. Alors, vous avez le réseau 5G. Ce réseau 5G, c'est la 5e génération de cellulaire qui vous amène une capacité de transfert de données dont vous n'avez pas besoin avec vos ordinateurs et vos téléphones cellulaires. La capacité de données que vous pouvez télécharger est beaucoup trop grande. Vous n'avez pas besoin de personne de ça. Actuellement, les technologies qui existent sont suffisantes pour nos besoins quotidiens. On n'a pas besoin de plus. On a déjà atteint le maximum nécessaire. Vous avez en une fraction de seconde l'information. Donc, les grandes compagnies de télécommunications veulent absolument implanter partout, le plus rapidement possible, le 5G sur les territoires. Il faut juste souligner qu'un des enjeux urbains importants de ça, c'est que pour implanter ces tours cellulaires-là, c'est plus rapide que le Wi-Fi, plus grande capacité de transfert de données que le Wi-Fi. Le Wi-Fi va devenir inutile dans nos vies. Ça va être la technologie 5G. C'est une antenne aux 300 mètres dans nos villes. Une antenne aux 300 mètres. C'est à chaque coin de rue. Il y a 4 compagnies de télécommunications au Québec. Une antenne aux 300 mètres. Comment on gère ça? Comment on s'assure qu'il n'y a pas de problème de santé publique, etc., etc. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets, ce sont les caméras qui filment, ce sont les capteurs de la qualité de l'air, de la température, ce sont les senseurs, ce sont tous les appareils connectés qui captent de l'information, qui captent donc de la donnée. Beaucoup de données. De la donnée massive en quantité extraordinaire, phénoménale. C'est quoi le lien entre le 5G, l'Internet des objets et les données? C'est la capacité extraordinaire de transférer des données à partir de l'Internet des objets vers des serveurs. Sans le 5G, on ne peut pas faire autant en termes de données massives qu'avec le 5G. Donc, l'enjeu majeur, c'est la donnée. La donnée est importante, puis je vous parlais d'opportunités. Ça va nous permettre, comme administration publique, de savoir exactement ce qui se passe dans notre environnement, comment nos politiques publiques peuvent avoir un impact réel au quotidien, en temps réel, puis comment on peut être en mesure de réagir avec les bonnes informations. On doit, nous, comme administration publique,
de plus en plus prendre des décisions à partir des données. Donc, plus de perte de contrôle encore des politiciens, plus de reddition de comptes, parce que du moment où la donnée elle est publique et connue, en données ouvertes, vous ne pouvez plus faire à semblant que vous n'avez pas l'information. Tout le monde va y avoir accès. Toute la population va savoir que la décision qui a été prise n'est peut-être pas la bonne en fonction des données réelles. Donc, vous comprenez que l'enjeu de gouvernance qui s'en vient. Mais qui va gérer et stocker ces données-là? Est-ce que ça va être l'entreprise privée? Parce que l'autre enjeu qui s'en vient avec ça, c'est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle ne peut pas se déployer dans une ville sans ces données massives et sans ce réseau métropolitain. Ce que ça nous amène comme réflexion, c'est que demain matin, on doit déjà réfléchir sur la manière dont les villes vont pouvoir encadrer et gérer cette nouvelle infrastructure municipale qui aura le même impact dans nos vies que l'électricité parce qu'elle va transformer nos vies. Parce qu'à chaque coin de rue que vous allez aller, chaque trottoir que vous allez marcher, il y a quelque chose qui va le savoir, puis qui va l'enregistrer. Et on ne peut pas se dire que ça n'arrivera pas parce que si les villes ne l'encadrent pas, les entreprises privées vont le faire quand même, parce qu'elles le font déjà. Donc, les villes doivent saisir cette opportunité et l'encadrer et le gérer. Je vais vous donner le modèle de Sidewalk à Toronto. La Ville de Toronto voulait améliorer la mobilité de ses citoyens puis être en mesure de mieux gérer la gestion de son territoire. A donné le mandat à Alphabet, qui est une division de Google, le mandat de développer un programme d'Internet des objets, de captation de données, pour améliorer justement sa capacité de gérer son territoire, sa mobilité et son cadre urbain. Bien, dans l'entente contractuelle qu'ils ont signée avec Google, Google s'engage à fournir les données liées aux besoins de la ville. Mais les autres données, Google les garde, les stocke, les utilise, développe des modèles, des algorithmes, et fait de la théorie, et éventuellement va développer un modèle qu'elle va vendre aux autres villes. Et donc, Toronto sert une entreprise privée pour développer un modèle éventuellement commercial. Est-ce que les villes doivent donc dépendre des entreprises privées pour être capables de s'adapter? Je vous parlais que ça va arriver, c'est qu'en ce moment, le CRTC réfléchit déjà à ça, puis les autres villes partout dans le monde sont en train de se positionner. Montréal, on a la chance actuellement de n'avoir... On a, en fait, la chance de n'avoir rien fait jusqu'à maintenant. On part de zéro, donc on peut construire un modèle métropolitain. La chance qu'on a, c'est qu'on a un modèle qui est unique au monde. Je vous parlais des opportunités environnementales. Bien, du moment où on va pouvoir avoir toutes les données qui vont nous permettre de mieux comprendre le territoire, on va être en mesure de prendre les bonnes décisions. Mais l'enjeu fondamental qui nous attend, c'est qui va gérer ça, qui va prendre les décisions, qui va l'encadrer et quel modèle de gouvernance peut gérer ce nouveau monde qui nous entend. Est-ce que nos institutions publiques traditionnelles sont prêtes à gérer ce type d'information ou l'enjeu principal de l'économie du futur, ce sera la donnée. C'est le futur enjeu commercial. Ce sont qui possède les données, qui les gère, qui les transige et comment on fait de l'argent à partir de ces données-là. Donc, les villes, pour être en mesure de répondre aux services aux citoyens, puis je vais vous donner un exemple très, 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 très probant de ce que ça peut faire, ce type de données-là. Vous avez, par exemple, vous devez vous stationner avec un parcomètre. Votre auto, éventuellement, c'est déjà en développement, va se stationner sur la rue. Vous allez fermer l'automobile, vous allez sortir de l'automobile, puis vous allez poser aucun geste. Pourquoi? Parce que votre automobile va être connecté avec la borne directement, puis il va savoir exactement combien elle doit payer automatiquement et ça va être saisi dans votre compte directement. Ça, c'est déjà des choses qui existent et qui s'en viennent. Vous n'aurez plus à poser de gestes. L'ensemble de vos services municipaux vont être déjà programmables et programmés avec l'ensemble des données qui seront à notre disposition. Éventuellement, la fluidité des automobiles, la façon dont on va établir la collecte des déchets va être en fonction des données captées et de la réalité du terrain.
comment on va nettoyer le nombre de fois les paniers de poubelles sur les rues va être dicté aussi par la captation de ces données-là. Énormément d'informations qui nous permettent d'améliorer les services aux citoyens concrètement, puis on est déjà en train de le faire, mais d'un autre côté, un enjeu de gouvernance énorme, énorme, énorme et dangereux. Est-ce que ce sont les entreprises privées qui vont venir nous dire bientôt comment on dirige nos villes parce qu'ils vont posséder les données nécessaires à l'offre de services aux citoyens, ou ce seront les villes qui vont se saisir de l'opportunité pour devenir souveraines informatiquement, pour être en mesure de faire face à ces défis-là. Donc, je suis parti de très loin de ce qui vous est présenté là, mais ça, c'est déjà notre réalité. Ça va avoir des impacts directs sur nos modèles de gouvernance et sur notre capacité comme collectivité à faire face à ces défis-là et à les relever de façon concrète. Donc, je vous laisse là-dessus.